bienvenue, j'ai envie de dire enfin, pour mon bilan 2018. Je fais ça après la guerre et après tout le monde, tout simplement parce que j'ai pas pu tourner cette vidéo avant. Et déjà ça va être très compliqué pour moi de la monter et de l'uploader dans les temps. Je crois que c'est le délai le plus court entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où j'ai prévu qu'elle soit en ligne, à savoir 2 jours où je travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je travaille pas, mais demain et après-demain je travaille. Donc ça va être compliqué pour moi de la tourner et de la monter et de l'uploader dans les temps, mais je vais essayer. Je vais rapidement revenir sur mon année pour les livres, parce que je ne vais pas parler de ma vie perso, en chiffres rapidement avant, et ensuite je vous parlerai de, je crois que c'est 12 livres, je sais, la meuf ne sait même plus, mais je crois que c'est ça, c'est 12 livres que j'ai vraiment adoré en 2018 et dont j'ai envie de reparler dans cette vidéo. J'en parlerai rapidement, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais rapidement, en chiffres, en 2018, il y a 138 livres qui sont entrés dans ma palle, que ce soit des achats, des cadeaux, ou notamment des livres que ma grand-mère m'a donné, ou des livres que j'ai trouvés en boîte à lire. J'en ai lu 176, dont 72 abandons. Je compte les livres que j'ai abandonnés dans les livres que j'ai lus, parce que pour la grande majorité de ces livres-là, je ne les relirai jamais. Il va y avoir 1 ou 2 que j'ai mis de côté et que je compte réessayer de lire plus tard dans ma vie. Mais pour la grande majorité de ces 72 livres, je ne réessayerai jamais de les lire, donc ils sont dans le livre lu, puisque je ne les relirai jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on s'en fout. J'ai fait le calcul, ça veut dire que sur 5 livres que je commence, il y en a 2 que j'abandonne et 3 que je termine. Ça fait moins de la moitié. Moi, je trouve que c'est pas si mal. Et cette année, j'ai eu envie de faire le calcul, et du coup, j'ai lu 68 autrices différentes pour 36 auteurs différents, ce qui est à peu près la moitié. Hein. Je le savais avant de faire le calcul que je lisais plus d'autrices que d'auteurs. C'est pas un choix délibéré de ma part de lire plus d'autrices que d'auteurs, c'est juste que je lis plus de genres majoritairement écrits par des femmes et très peu de genres majoritairement écrits par des hommes. Donc fatalement, ça donne un décalage. Plus d'autrices que d'auteurs, ce qui est logique. Après, j'ai pas pour objectif de lire plus d'auteurs, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, voilà, ça restera comme ça. Et puis c'est tout, et c'est très bien comme ça, voilà. Du coup, maintenant, je vais passer... non, avant de passer aux 12 livres dont j'ai envie de vous reparler, là, maintenant, tout de suite, dans ce bilan, il y a 4 livres qui font partie de la liste des 100 livres à lire dans sa vie. C'est une liste que j'ai trouvée il y a plus de 2 ans, je crois, maintenant. Et du coup, il y a 4 livres que j'ai eu cette année et qui font partie de cette liste. Je l'avais déjà dit l'année dernière, je crois, dans la vidéo bilan, mais c'est pas... au cours de l'année, je vais pas aller voir dans cette liste quels livres ils sont, quels livres je pourrais lire, quels livres je pourrais acheter. Non, je fais mon truc, je continue à acheter et lire les livres que j'ai envie de lire. Et à la fin de l'année, je vais regarder dans cette liste qu'est-ce que j'ai lu de cette liste. Et donc cette année, il y en a 4. C'est très bizarre parce qu'il y en a 2 que j'ai abandonnés, que j'ai pas du tout aimé, à savoir Rebecca et de Daphné du Maurier et La ferme des animaux de George Orwell, que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Et il y en a 2 que j'ai adoré et dont je vais vous reparler dans la suite de la vidéo, qui sont Millennium, le tome 1 de Stieg Larsson et Le Hobbit de Tolkien. Et du coup, je passe tout de suite, sans transition aucune, au livre que j'ai adoré. Et donc le premier, c'est Prodigy, le tome 2 de Legend. Et je me rends compte maintenant que j'ai encore oublié de vous donner des précisions. J'ai choisi de vous dire pour chacun de ces livres seulement pourquoi je les ai adorés et pourquoi j'en reparle aujourd'hui. Parce que si je commence à détailler mon avis et à vous détailler le résumé, la vidéo va faire 1h30. Mais en barre d'informations, je vous remettrai à chaque fois la vidéo dans laquelle j'ai parlé du livre qui est déjà sur la chaîne. Et le lien vers la page BookNote si vous voulez lire le résumé. Et je ne les ai pas classés parce que je suis absolument incapable de les classer de celui que j'ai le plus adoré. Même mon meilleur livre de l'année, je n'arrive pas à le déterminer. Il y en a 2 qui sont au même niveau, je n'arrive pas à savoir c'est lequel que j'ai préféré entre les 2. Donc je vous les présente dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus, tout simplement. Et donc le premier, c'est Prodigy de Marie-Lou, comme je vous l'ai déjà dit. C'est un tome 2, mais j'ai vraiment adoré ce livre. Je vous encourage encore une fois à lire cette saga. C'est vraiment génial. On est dans une dystopie avec une romance au milieu. Ce qui dit comme ça peut paraître tout à fait cliché pour les dystopies de young adultes qui existent. Je suis d'accord. Mais j'ai adoré cette histoire. On est avec June et Day. Et ils sont juste géniaux. La fin de ce tome m'a juste brisé le cœur. J'ai été dans un état catastrophique émotionnellement parlant à la fin de ce livre. Mais j'ai adoré. Enfin, voilà, plus c'est triste et plus je finis dans un état catastrophique, plus je l'aime. Que voulez-vous que je vous dise? Ça reste mon tome préféré de la saga. Ce qui est assez rare pour un tome 2 parce qu'en général les tomes 2 sont des tomes de transition. Mais là on a une trilogie avec un tome 2 qui n'est pas un tome de transition. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré cette saga. C'est en même temps conforme à ce qu'on fait en dystopie avec de la romance au milieu comme je vous l'ai dit. Mais l'univers est tellement cool et tellement génial que ça en vient au final. Le deuxième, c'est Les Mystères de Laurice Pem, le tome 1, donc Le Sang Jamais N'oublie de Lucie Perrapajo. Je l'ai lu au mois de février et j'ai absolument adoré. C'est de l'Uchronie avec un petit peu de steampunk et j'ai trouvé ça juste génial.
d'autant plus que c'est écrit par une Française, et en plus, on a des héroïnes absolument géniales. Voilà, c'était vraiment, vraiment cool. On suit Carmine, Nathanaël et... comment elle s'appelle l'autre? Liberté, donc à savoir 2 filles et un garçon. Et ce que j'ai... Enfin, depuis, j'ai lu le tome 2, j'en ai pas encore parlé parce que je suis en train de préparer la vidéo sur la saga. Mais ce que j'aime avec cette saga, c'est que l'autrice ne prend pas les gens pour des cons. Les personnages sont pas tout noirs ou tout blancs, ils sont beaucoup plus complexes que ça, beaucoup plus travaillés que ça. Et l'univers est juste absolument génial, vraiment. Je sais pas si c'est du young adulte ou de la jeunesse, je pense que c'est de la jeunesse. Et c'est vraiment, vraiment cool. C'est l'une de mes sagas jeunesse préférées, sans aucune hésitation. J'ai pas encore lu le tome 3, mais je suis pas sûre de pouvoir me retenir, même si au mois de février, j'ai pas prévu de le lire. Mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai hâte de lire le tome 3. Et j'espère que l'autrice écrira autre chose, parce que c'est vraiment cool. Donc si vous n'avez pas encore découvert cet univers, et bah foncez, parce que c'est juste génial. Ah, et si vous en doutiez, je vais répéter ça pour chacun des livres. Hein. Oui, bah oui, bien. Ensuite, évidemment, Le souffle de Midas, le tome 1 des Chroniques Homérides, c'est ça, de Alison Germain, donc il est dédicacé, c'est magnifique, voilà, c'est mon seul livre dédicacé dans ma vie, donc voilà. Je l'ai lu dans le cadre du PLIB 2018 et j'ai voté pour lui, il n'a pas gagné. Il y a eu des critiques qui ont été faites par rapport à ce livre. Au moment où j'ai lu le livre, j'ai juste adoré, j'ai juste été embarquée par l'univers avec le personnage. Et il y a des petits trucs qui, effectivement, après avoir vu les autres avis des autres gens qui critiquent notamment ces petits trucs, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est pas complètement faux. Maintenant que je comprends, je comprends les avis des gens qui sont assez négatifs ou alors mitigés. Mais au moment où j'ai lu le livre, moi, ces trucs-là, ça ne m'a pas dérangé. Voilà. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Pendant les peut-être 50 premières pages, j'avais beaucoup de mal à me détacher de l'image de Lily Bookin, donc Alison Germain, que j'avais dans ma tête. Et au bout d'un moment, je me suis totalement laissée emporter par cet univers et avec cette héroïne. Faut pas oublier quand même que c'est un premier roman, que c'est un univers quand même assez travaillé et que effectivement l'écriture est peut-être pas oufissime, mais on n'a pas besoin d'avoir une écriture hyper travaillée pour de la fantasy ou du fantastique. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais parce que je recherche moi dans du fantastique ou dans de la fantasy. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Hein. Je ne sais pas quand ça sortira, mais j'ai trop hâte de lire la suite. Je suis un peu déçue qu'il ait pas gagné le PLIB, même si je comprends pourquoi Ariel Holst a gagné le PLIB. Effectivement, c'était vraiment bien. Bon, si vous vous demandez, le Ariel Holst n'est pas dans mon top, hein, mais voilà. Donc voilà, effectivement, les critiques qu'ont fait les gens sur ce livre sont compréhensibles, mais c'est pas parce que les gens, et la majorité des gens pensent ça, que ça va vous gêner à votre lecture. Alors évidemment, si vous avez vu les avis avant, vous risquez d'y penser en lisant, mais moi ça m'a pas du tout dérangé. Je pense notamment à une scène qu'il y a entre nos deux personnages principaux, qui sur le coup, je me suis quand même dit, ah ouais, c'est... En fait, je m'attendais pas à trouver ce genre de scène dans ce livre-là, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture et d'aller au bout du livre, et d'avoir qu'une hâte, c'est de lire la suite. Ensuite, il me fallait mettre un Maxime Chatham dans ce tome, évidemment. Donc, j'ai choisi La promesse des ténèbres de Maxime Chatham, qui est l'espèce de tome 4 de la trilogie du mal. On peut le lire n'importe quand. On peut le lire avant la trilogie du mal, on peut le lire après le tome 1, après le tome 2 ou après le tome 3. C'est comme vous voulez. Vous pouvez le lire tout seul sans lire la trilogie du mal. Mais il est un petit peu en lien avec la trilogie du mal, puisque dans la trilogie du mal, et après j'arrête de le lire, promis, on suit 2 enquêteurs. Donc, un enquêteur dans le tome 1, et je crois que Annabelle arrive dans le tome 2. Et donc Annabelle est une enquêtrice qui habite à New York, je crois, et qui va aider Brolin, qui est notre enquêteur du tome 1, dans le tome 2 du coup, donc, si vous suivez. Et dans ce tome-là, on suit l'histoire du mari d'Annabelle. Et j'ai adoré ce livre. Je pense que c'est le plus sombre que j'ai jamais lu de ma vie, de Maxime Chatham ou de tout autre auteur. Ce livre que j'ai choisi en fait pour mon année 2018, pour représenter ce que j'ai adoré lire de Maxime Chatham, parce que ce livre contient la pire scène que j'ai jamais lue de ma vie, et j'espère ne jamais lire pire que ça, parce que franchement c'était horrible, mais alors vraiment horrible. Donc dans cette histoire, on va suivre donc l'histoire du mari d'Annabelle qui s'appelle Brady, c'est écrit derrière, c'est trop bien, et qui au tout début du livre assiste à un espèce de suicide, mais on ne sait pas trop si c'est un suicide. On ne sait pas trop si elle se suicide d'elle-même, cette femme, ou si on l'a poussée au suicide. Et du coup, lui, comme il est juste devant elle quand elle se suicide, il a peur d'être accusé de son meurtre, parce qu'il se retrouve avec son sang sur lui, donc c'est pas très hyper cool. Et à partir de là, il va s'engager de lui-même, alors que lui, il est journaliste, hein, il n'est pas du tout flic, dans une enquête, pour essayer de comprendre
pourquoi cette pauvre femme en est arrivée à se suicider toute seule dans une espèce de quartier dégueulasse de la ville. Et ça va l'emmener littéralement dans les bas-fonds de la ville, dans les trucs les plus sordides qui existent. Et je ne sais pas comment Maxime Saada arrive à imaginer ça. Âme sensible, s'abstenir. Si vous avez peur, ne lisez pas ça, parce que moi qui n'ai peur de quasiment rien, que ce soit dans la vie ou en lecture, ça, en fait c'est pas que j'ai peur, c'est que je me mets à regarder mes voisins et mes collègues de manière différente en me disant, est-ce que parmi eux il n'y a pas un psychopathe qui cache une femme dans sa cave qui se cache? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu oppressant comme lecture, c'est un thriller, me direz-vous, hein. Mais voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas lu de Maxime Chatham depuis, mais je vais y en mettre. Hein. Dans un autre genre, encore La promesse d'Odessa de Natacha de Rosnay. Donc vous connaissez certainement Tatiana de Rosnay, et donc Natacha c'est sa grand-mère, je crois, ou son grand-mère, je ne sais plus, sa grand-mère je crois. Et en fait, Natacha de Rosnay avait promis à sa grand-mère, à elle, qu'elle écrirait son histoire. Donc ici on a l'histoire de l'arrière-arrière-grand-mère de Tatiana de Rosnay, enfin un truc comme ça, enfin je sais plus trop. Et donc on est en Russie, je sais pas à quel point c'est romancé et à quel point c'est réel. Ça me paraît bizarre parce que à la fin du livre, Natacha n'a que 5-6 ans, donc je vois pas trop comment elle peut connaître l'histoire de sa grand-mère, vous voyez ce que je veux dire. Mais on a donc l'histoire de sa grand-mère qui, au moment de la chute du tsar, au moment de la Première Guerre mondiale, va devoir fuir son pays, va devoir essayer de s'habituer avec ça, va devoir cacher qu'elle est riche, ou enfin je sais plus, il y a une histoire comme ça avec les tsars et avec la Russie et avec la neige et tout et tout. Et j'ai adoré cette histoire, c'était juste magnifique. En fait c'est le combat d'une femme au cours de sa vie. Elle se marie, elle a des enfants, et enfin elle a un enfant je crois. Et voilà, on suit littéralement sa vie et j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. J'ai failli chialer dès la préface qui est écrite par Tatiana de Rosnay et qui est absolument bouleversante. C'est un livre assez court, il fait moins de 300 pages. Mais j'ai adoré, vraiment, 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 j'ai adoré. Que vous connaissiez ou pas Tatiana de Rosnay, si tout ce qui est histoire de Russie et des tsars ou même juste du féminisme et des femmes, ça vous intéresse, et bien lisez celui-ci parce que en plus c'est au moins basé sur une histoire réelle et j'ai vraiment, vraiment adoré. Ensuite, je vous avais dit qu'il serait là et il est là. Donc c'est Millennium, le tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. J'ai juste adoré. On y suit un journaliste qui mène une enquête. Et pareil, là, on va aborder des thèmes absolument tragiques. On va y parler de séquestration, d'enlèvement, de meurtre, de disparition. On est sur des thèmes de viol, on est sur des thèmes extrêmement joyeux, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai adoré. Ce qu'il faut savoir avant de le lire, c'est qu'il a des longueurs, c'est que c'est pas hyper easy à lire. C'est que les 50 premières pages, il faut s'accrocher parce qu'on y parle de politique et de journalisme. Et franchement, je ne comprenais rien. Mais il faut s'accrocher parce que c'est vraiment, vraiment bien. Ça aborde des thèmes malheureusement encore d'actualité. Hein, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure il y a encore des hommes qui font ça à des femmes, mais je sais que ça existe, peut-être pas en France, peut-être pas dans ces mesures-là, mais ça existe encore dans d'autres pays et dans le monde, et c'est franchement dégueulasse. Hein, voilà, donc c'est encore une fois un livre avec des thèmes forts, mais qu'il faut lire parce qu'il ne faudrait pas que ça continue toute l'éternité en fait. Il faudrait qu'un jour on arrive à ce que ça n'arrive plus, ou alors à ce que ce soit extrêmement exceptionnel. Mais c'est pas encore le cas, donc on a encore du boulot là-dessus. Alors oui, c'est une bricasse qui fait dans les 600 pages, je crois. 700, voilà. Donc j'ai lu le tome 2 depuis, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, et je suis, au moment où je tourne cette vidéo, en train de lire le tome 3, et qui, pareil, il y a des moments où j'adore et où je lis ça à une vitesse folle, et il y a des moments où c'est un peu plus lent, parce qu'en fait, il y a des moments du livre où il te raconte un truc, et au moment où tu le lis, tu ne sais pas à quoi ça sert. Tu es en train de le lire et de comprendre ce qu'il te raconte, mais t'es là, mais c'est quoi le lien avec le reste en fait? Et tu comprendras ça genre 50 pages plus tard. Donc voilà, il faut lire, il faut pas sauter de page, hein, parce que je vous dis, il y a des gens qui... Moi c'est quelque chose que je ne fais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui le font, il ne faut pas sauter de page dans ce livre-là, sinon vous allez à un moment donné être perdu et vous allez abandonner ce livre, et ce serait vraiment, vraiment dommage, parce que c'est vraiment génial. Ensuite, encore un tome 1, donc le tome 1 de Chronique du monde émergé de Lisa Croisy, donc c'est Nihal de la Terre du Vent. Lisa Croisy, hein, oui c'est ça. J'ai été extrêmement déçue par les tomes 2 et 3, c'est vrai. Il n'empêche que ce tome 1 est vraiment génial. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on est dans une fantaisie avec une héroïne qu'on va suivre de ses 9-10 ans, ou peut-être 9-10 ans, je dirais, à ses 16 ans dans ce tome 1. Et donc on va voir une héroïne de fantaisie évoluer, on va la voir se battre contre les espèces de stigmates des hommes, parce qu'on lui dit à plusieurs reprises, tu es une femme, tu n'as pas à faire ça. Sauf qu'elle va s'en battre les couilles, elle va envoyer tout le monde chier et elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Voilà, moi je trouve que c'est un super message pour les jeunes filles d'aujourd'hui.
Une fantaisie écrite par une femme avec une héroïne comme ça, c'est juste génial. Il faut faire lire ça à toutes les jeunes filles pour leur prouver que c'est pas parce qu'on leur dit non, t'es une fille, t'as pas le droit de faire ça, qu'elles doivent les écouter et qu'elles doivent se conformer à ce que les autres, et notamment les hommes, veulent d'elles. Voilà, je trouve que ça c'est un super message, vraiment, vraiment, vraiment. À côté de ça, l'univers est vraiment cool. Comme je disais, j'ai été déçue par les tomes 2 et 3, mais ce tome 1 reste quand même un super message. Et même si vous lisez que ce tome 1, et ben c'est pas grave. Voilà, vous aurez au moins les messages féministes et les messages trop cool qu'il y a dedans. Et il faut faire lire ça à toutes les jeunes filles. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important. Celui-ci aussi, je vous ai dit que vous l'aurez dans la vidéo, donc c'est Le Hobbit de Tolkien. Et franchement, si quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, vous m'aviez dit qu'un jour je mettrais un Tolkien dans le top de mes meilleures lectures d'une année, je vous aurais dit, ah, tu te fous de ma gueule en fait, hein. Mais non, pas du tout. J'ai adoré ce livre-là. Donc je n'ai pas besoin de résumer le livre, hein, c'est Le Hobbit. Voilà. On y suit des nains, des gobelins, des elfes, je crois qu'il y a même des elfes, puis des humains, et puis des hobbits, hein, évidemment. J'ai adoré, c'est une véritable quête de fantasy. La grande différence qu'il y a entre Le Seigneur des Anneaux et les Hobbits, c'est que non seulement le Hobbit a été écrit pour des enfants, donc Tolkien ne se perd pas dans des espèces de descriptions absolument imbuvables et inutiles, selon moi. Alors, je suis désolée pour tous les fans de Tolkien, mais les descriptions du Seigneur des Anneaux, moi je peux plus, hein, c'est plus possible. Et aussi, c'est qu'en un tome. Donc, du coup, c'est beaucoup plus concis, c'est beaucoup plus facile et rapide à lire. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je sais pas si c'est aussi parce que j'ai une édition récente et que du coup on a une nouvelle traduction, mais j'ai adoré cette histoire, vraiment, vraiment, cette espèce de quête de fantaisie. C'est juste génial. Pour le coup, niveau femme et féminisme, on repassera parce qu'il n'y en a pas une seule, il n'y a pas un seul personnage féminin dans ce livre, ou alors tu les aperçois vite fait de loin en train de préparer à manger, au hasard, mais c'est tout. C'est compréhensible parce que ça a été écrit il y a un petit moment, mais c'est un petit peu dommage quand même. Mais j'ai quand même adoré ce livre et je suis extrêmement choquée de le mettre dans ce top-là. Mais il fait partie de mes meilleures lectures de 2018. Un peu de légèreté s'il vous plaît. Donc c'est Suis-moi, je te fuis de Louise Manet. Alors lui, c'est pas du tout une lecture que je vais garder en mémoire pendant très longtemps. C'est pas un livre qui m'a fait réfléchir. C'était pas hyper ouf, hyper génial au niveau émotion et au niveau de ce que tu veux. Mais c'est une pure comédie romantique. Et c'était juste génial de lire un truc léger, un truc sympa et un espèce de bonbon en fait. C'est pas de la romance, hein, c'est vraiment de la comédie romantique et c'était juste trop cool. Quand j'ai terminé, quand même que j'ai dit dans le lecture que je devrais en lire plus, et à ce jour je n'en ai pas lu un seul autre. Voilà, parce que je n'écoute pas ce que je dis. Mais c'était vraiment vraiment cool. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui va rencontrer un homme et voilà, comédie romantique, hein, pas besoin de résumer le truc. Ça se lit tout seul, c'était hyper drôle, hyper léger, hyper fun. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, on a Grégor, le tome 1, La prophétie du gris de Suzanne Collins. J'avais extrêmement peur de lire ce livre parce que c'est du Suzanne Collins et parce que je n'ai rien lu d'autre depuis Hunger Games. Mais j'ai adoré, vraiment, c'est de la jeunesse. On bascule littéralement dans un monde de fantasy et c'est génial. Et on suit Grégor et sa petite sœur, comment elle s'appelle? Moot. Enfin, elle a un nom comme ça. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un nom comme ça. Et j'ai adoré vraiment. Depuis, j'ai lu le tome 2 et 3. J'ai pas encore lu le tome 4 parce que je me retiens de le lire. C'est débile, hein, on est d'accord, mais c'est comme ça. Et voilà, j'ai vraiment, vraiment adoré. Ça se lit à une vitesse absolument magistrale. Pour les enfants, c'est juste trop cool, vraiment. Si vous avez adoré Hunger Games, vous retrouverez le style de l'autrice dans ce livre-là. Et même si vous êtes adulte, franchement, éclatez-vous à lire ça parce qu'on les voit pas. Moi, je les vois pas beaucoup sur YouTube, ces livres-là. Et franchement, j'ai adoré. Et c'est une saga géniale. C'est encore une fois de la fantaisie. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et pour le coup, là, on a une petite fille de 3 ans qui décide de faire ce qu'elle a envie de faire. Donc, voilà, la meuf, elle a 2 ans et elle écoute personne. J'adore les personnages féminins qui n'écoutent pas les hommes. Oui, je sais. Celui-ci est peut-être mon livre préféré de l'année, mais avec Millennium, j'arrive pas bien à décider. Et comme ils sont pas dans les mêmes genres, j'ai un peu du mal. Voilà. Donc, c'est Écarlate de Hilary Jordan. Ici, j'y ai consacré une vidéo entière, donc je vais pas m'aventurer à essayer de détailler tout parce que la vidéo je crois qu'elle fait un quart d'heure, donc si je commence à bleuter là-dessus, on n'est pas sorti. Tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est une dystopie féministe dans laquelle les droits des femmes sont absolument bafoués et on va suivre une jeune femme qui a vu ses droits bafoués et qui va essayer de s'en sortir. Et ce que j'ai adoré dans le livre c'est que plus on avance dans le livre et plus le personnage principal se rend compte d'à quel point ses droits sont bafoués en fait, et à quel point c'est pas juste pour elle. Voilà, j'ai adoré, c'est un petit pavé, on dirait pas comme ça, mais il fait quand même 430 pages, donc c'est quand même pas mal. Mais c'est vraiment, vraiment cool. C'est assez dur à lire, hein, parce que
parle en fait, au début du livre, elle a été condamnée parce qu'elle a avorté. Donc elle est condamnée à la prison parce qu'elle a avorté. Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Donc voilà, c'est pas hyper easy à lire, mais encore une fois, c'est un sujet d'actualité, de société, qu'il faut lire pour ne pas que ça se reproduise. Enfin bref, vous avez compris. Et enfin, le dernier, Dans le murmure des feuilles qui dansent, Tanis Ludig. Parmi tous ceux que je viens de vous montrer, je pense que c'est celui qui m'a le plus touché personnellement, qui m'a le plus fait pleurer. C'est aussi celui duquel je vous ai parlé le plus récemment, parmi les 12 évidemment. Normal, c'est le dernier, je l'ai pas dans l'ordre chronologique, c'est bien vrai. On y suit 3 personnages. Tanis Ludig a la capacité de créer des personnages extrêmement humains, extrêmement touchants, extrêmement attachants. T'as l'impression que quand tu vas refermer le livre, les personnages ils vont être devant toi, tu vas pouvoir discuter avec eux tellement ils sont réels. Je sais pas comment elle arrive à faire ça, c'est juste génial. Voilà, si vous avez jamais lu Tanis Ludig, lisez celui-là ou part avec lui ou on regardera plus tard, enfin n'importe lequel, mais lisez du Tanis Ludig parce que je pense que c'est une autrice qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie, sans déconner. C'est vraiment, vraiment cool. Bon, j'ai essayé de faire court, mais c'est pas une grande réussite, on est d'accord, hein. Du coup, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.